kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. How do you do? Fine, and you? Thank Axel you. de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin un secret politique. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour. Thomas. Axel de Tarlet, on commence avec ce remue-ménage au niveau du groupe Canal+, les chaînes du groupe Canal qui changent de nom. Par exemple, il ne faudra plus dire iTélé, mais CNews. Axel, pourquoi ces changements de nom? Alors l'idée c'est de donner une cohérence de un esprit de groupe autour de Canal+, qu'on appelle souvent C+, donc D8 par exemple, qui est la chaîne de Cyril Hanouna, la touche pas à mon poste. L'ex-Direct 8. Voilà, ça va s'appeler C8. D17 qui diffuse beaucoup de musique, ça va s'appeler C17 et iTélé va s'appeler CNews. Voilà. Alors pour moi, C17 c'était un jean quand j'étais jeune, C8 c'est une Citroën. Oui, non, il y a c'est eu une pas voiture. mal de moqueries sur ces nouveaux noms hier effectivement sur Twitter. Alors derrière tous ces nouveaux noms, évidemment, faut voir la main de Vincent Bolloré qui a décidé de s'investir personnellement. Vous savez, il est officiellement président du conseil de surveillance de Canal+, et puis il a placé de ses proches à la tête de la chaîne. Quel est l'objectif ? Alors, au-delà de la volonté de montrer qui est le patron, ça c'est Vincent Bolloré, l'objectif derrière tout ça, c'est de faire travailler ensemble toutes les filiales de Vivendi qui travaillaient jusque-là, chacune de leur côté. Vous savez, c'était des chapelles. Vivendi, on ne le sait pas tellement, mais c'est d'un côté Universal Music, qui est le numéro 1 mondial de la musique. C'est-à-dire, c'est U2, c'est Elton John, c'est Rihanna, et tout ça, ça se passe ça appartient 100% à Vivendi, et tout ça, ça se passe en Californie, dans son coin. Vivendi, c'est aussi Canal+, qui, comme on l'a dit pendant longtemps, était un État dans l'État. Vivendi, c'est Dailymotion, qui est une plateforme de vidéo qui, quand même, a l'ambition de concurrencer YouTube. Enfin, c'est énorme. Vivendi, c'est l'Olympia. Donc, vous voyez, chacun travaille dans son coin. Eh bien, l'idée, c'est que chacun travaille maintenant en intelligence. Alors, déjà, on a un exemple. Les Guignols vont être diffusés sur YouTube. Mais il y a sur Dailymotion. Il y a une autre idée, par exemple, c'est que les artistes d'Universal se produisent à l'Olympia, qui appartient à Vivendi, puis que le tout soit retransmis sur Canal+, ou sur Dailymotion. Vous voyez, l'idée, c'est de sortir... Il veut mettre de la cohérence, en fait. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans une lettre qu'il a envoyée à tous les salariés du groupe Canal hier. Que Vivendi ne soit plus un holding financier avec des participations, mais que Vivendi soit un véritable groupe de médias intégrés avec des salariés qui passent, pourquoi pas, d'une filiale à l'autre. Voilà, l'idée, c'est de créer un grand groupe de médias français, comme il y a Murdoch aux États-Unis ou Bertelsmann en Allemagne. Ça veut dire que Bolloré, qu'on décrit souvent comme un sniper, a une stratégie d'ensemble, de groupe, une stratégie industrielle. Voilà, financière au début, il s'immisce, et ensuite une vraie logique industrielle derrière. On passe à... on va en Angleterre, tiens, avec Monsieur Taylor. Vous dites que cette semaine, les Britanniques, Alex, font un pas de plus vers la sortie de l'Union européenne. Que se passe-t-il ? Eh oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la question qui sera posée dans le référendum va changer. Alors jusque-là, c'était la Grande-Bretagne doit-elle rester dans l'Union européenne? Yes or no? Oui ou non? Alors la commission électorale a été saisie, a fait appel à des experts en linguistique et des psychologues qui ont conclu que c'était trop chargé, que les gens ont tendance à voter pour le mot yes parce que c'est positivant. Donc la question va changer maintenant en est-ce que la Grande-Bretagne doit rester ou partir? Remain or stay, sont des termes plus neutres, et ça fait le bonheur du parti qui veut sortir de l'Union européenne, UKIP. Autrement dit, la question induit la réponse. Il y a autre chose, dites-vous Alex, ce sont les migrants. Oui, alors ça, il faut se rappeler pourquoi ce référendum. Alors c'est David Cameron a décidé du référendum, a promis ce référendum pour contrer la montée donc d'UKIP, qui a quand même eu 4 millions d'électeurs aux dernières élections du mois de mai, et la moitié europhobe de son propre parti conservateur. Alors Cameron a promis de renégocier des réformes avec l'Union européenne, et pour ça il a besoin de mettre dans la poche des dirigeants européens. Mais cette semaine, le chancelier autrichien Werner Faymann, notamment, a dit ouvertement, et puis les Allemands ont murmuré en coulisses, si vous ne prenez pas plus de réfugiés, eh ben nous, on vous bloque vos réformes. Donc hier, c'est intéressant, Cameron a pris comme prétexte, à mon avis, la photo d'Aylan, et tout d'un coup, une volte-face, et a annoncé que la Grande-Bretagne allait quand même prendre 5000 réfugiés. J'avais toujours dit non jusque-là, mais pour ne pas perdre de face, il dit on ne va pas prendre des réfugiés qui sont déjà en Europe, on va prendre des réfugiés qui sont dans les camps de l'ONU en Jordanie, Liban, par exemple. en Jordanie, par exemple. Et aujourd'hui, Alex, en plus, dans les sondages, c'est la sortie de l'Europe qui est presque en tête. C'est parfois égalité, c'est parfois en tête. Ça dépend quel sondage on lit, mais la presse, moi je lis la presse britannique tous les jours, est tellement europhobe, tous les jours, jour après jour. The Times, The Sun, tous les jours, il y a très
très peu de journaux. Il y a juste Sauf le peut-être The patronat, Independent. si je peux me permettre. Oui, mais il faut Pas pas. la moitié Goldman du Sachs a patronat. dit si la Grande-Bretagne sort de l'Europe, bien moi je Ouais. quitte la Mais Grande-Bretagne vous- et je m'installe à Paris. Vous avez autant qui disent le contraire. hein, Ce des référendum, patronats. il est prévu en 2017, hein, c'est ça? Non, c'est quand il veut, Cameron. Il a promis pour la fin 2017 ou plus tard. Ah, Mais au c'est plus quand tard, il veut. d'accord. C'est peut-être au mois d'avril déjà de l'année prochaine, on dit. Bon, bah ça c'est à suivre parce qu'évidemment ça ébranlerait toute l'Union européenne qui est déjà Et bien moi, je pourrais fragilisée pas en ce moment. rester dans le kiosque. Si c'est Si, le cas, on vous vous rendez gardera. compte On acceptera un extra communautaire, ne vous inquiétez pas. Alex Cara, ce matin, vous nous révélez-vous que François Bayrou ne croit pas à la victoire d'Alain Juppé dans la primaire à droite. Et ça, c'est une surprise. Oui, on ne peut pas dire que François Bayrou soit très optimiste sur les chances de victoire de son allié. Pour lui, c'est clair, Nicolas Sarkozy tient la machine, les Républicains, donc Alain Juppé n'a aucune chance, car François Bayrou le prédit, il y aura de toute façon du bourrage des urnes lors de cette élection. Eh ben dis donc, il est plutôt pessimiste, François Bayrou. Il part perdant avant même la bataille, c'est ça? Mais détrompez-vous, Thomas. Au contraire, François Bayrou est très optimiste parce que pour lui, c'est du gagnant-gagnant. Imaginez, si par chance Alain Juppé gagne la primaire et gagne l'élection présidentielle, il se voit déjà à Matignon Premier ministre. Si jamais Alain Juppé est battu à la primaire, alors malheureusement il fera son devoir, il sera obligé d'y aller car ça veut dire que Nicolas Sarkozy sera candidat, donc lui il sera candidat et il dit qu'il aura ses chances parce qu'il pense qu'une partie de l'électorat de droite, du centre et même de la gauche votera pour lui et il s'appuie pour cela sur ses bons sondages dans l'opinion. Donc il soutient Alain Juppé en espérant fortement qu'il perde. Avec des amis comme ça, Alain Juppé a un petit peu de soucis à se faire quand même, non? Oui, c'est vrai, d'autant qu'en privé, François Bayrou ne ménage pas ses critiques sur son ami. Quand on lui parle d'Alain Juppé, il commence par dire « j'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé ». Vous voyez, c'est mauvais signe. Puis quand on leur parle de leurs différences, par exemple, il critique le projet d'Alain Juppé sur l'école. Il dit « c'est absolument pas raisonnable, c'est fou de vouloir augmenter les profs de 10% alors que les finances publiques sont dans un état catastrophique. Sur la Syrie, il n'est pas du tout d'accord avec son ami Alain Juppé, il dit il ne faudrait surtout pas intervenir, il faut rester très loin. Et il ne trouve pas le candidat Juppé très habile. Et il va même jusqu'à dire quand même son âge, ce n'est pas un avantage ça pour c'est un cette argument qu'utilise présidentielle. beaucoup Nicolas Sarkozy contre Alain Juppé. Exactement. Bref, vous le voyez, hein, Alain Juppé pourrait s'exclamer comme Voltaire, mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Évidemment. Alain Juppé, qui sera l'invité dimanche. Ce sera intéressant d'avoir sa réaction à ce que vous venez de nous révéler ce matin. Il sera l'invité du grand rendez-vous européen iTélé Le Monde avec Jean-Pierre Elkabbach qui commence à 10h en direct. Anne Le Gall, on innove avec l'observatoire climatique le plus haut, le plus perché du monde. Il vient d'être inauguré au Brésil. Oui, c'est comme si on avait planté une tour Eiffel, en gros, en plein milieu de la forêt amazonienne. Alors, c'est une dame de fer qui aurait un petit peu maigri, puisque la structure métallique est beaucoup plus étroite. Mais on est à 325 mètres de haut, donc c'est à 1 mètre près, c'est effectivement la hauteur de la tour Eiffel. 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins? C'est 1 mètre de plus. 1 mètre de plus, d'accord. Voilà. Et donc, il s'agit de l'observatoire climatique le plus haut du monde, puisqu'à partir du mois de décembre, toutes sortes de capteurs vont analyser les températures, les vents, la formation des nuages et le taux d'absorption du carbone par la forêt amazonienne. Et c'est une observation qui va durer pour les 30 années à venir. Alors j'imagine qu'on ne fait pas ça pour le plaisir. Ça va servir à quoi, Anne? Eh bien, effectivement, à mieux comprendre comment cette forêt régule le climat et la pollution à l'échelle mondiale, puisque évidemment, vous le savez, cette forêt, c'est le poumon de notre planète, le poumon vert. Elle absorbe, grâce à la photosynthèse, le dioxyde de carbone, elle rejette de l'oxygène. Et puis, elle influence aussi le cycle de l'eau, avec l'humidité qui est absorbée et rejetée par la végétation. Aussi, hein, Exactement, donc ça joue sur la formation des nuages et ça joue sur la météo à l'échelle planétaire. Mais c'est un écosystème qui est très fragile. L'Amazonie a perdu 1/5 de sa surface végétale en quelques décennies. Et donc, il est urgent de prendre sérieusement le pouls de cette forêt. Et pourquoi on fait une tour haute comme la tour Eiffel? On ne peut pas faire ça au sol? Eh bien, la hauteur, figurez-vous, ça change tout, parce que juste ici, la surveillance était assurée par deux tours de 50 et 80 mètres de haut. Et donc, elles assuraient ces tours une surveillance à 10 km à la ronde. Et là, on passe à 1000 km à la ronde pour la surveillance. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec des drones, par exemple? C'est beaucoup moins cher, parce qu'on met des drones partout. Oui, mais là c'est une surveillance fixe. C'est l'intérêt d'avoir comme ça des capteurs 24 heures sur 24 qui vont surveiller pendant 30 ans l'état de l'atmosphère et les interactions entre la forêt et l'atmosphère. Et ben dans le kiosque de 7h15, dans 30 ans, vous viendrez nous donner les résultats. Anne Le Gall, il y a un chiffre qui est intéressant dans le Figaro. La moitié des arbres a disparu depuis le début de l'humanité et le Figaro chiffre, grâce à des satellites, à 3000 milliards le nombre d'arbres sur Terre aujourd'hui.
Il en reste quand même 3 000 milliards. Sauf en France, avec la France, chaque année se reboise, il y a de plus en plus de forêts. En revanche, le Brésil se déforeste par millions d'hectares. Donc on construit une tour, mais en même temps, on déforeste largement. Et ben, on a donc Alexandre Cara qui va protéger les arbres et Axel de Tarlet qui va couper du bois pour l'hiver. À lundi, les amis, pour le kiosque de 7h15.